bien, merci Didier. Donc, on ne va pas nécessairement présenter à nouveau tous les participants, ça va nous faire gagner du temps. Simplement préciser que nous a rejoint Olivier Guérin, donc président de la Société française de gériatrie, adjoint au maire de Nice également. Voilà, donc l'objectif de cette table ronde, c'est la comparaison entre nos deux systèmes de santé concernant les aînés. Nous n'allons pas avoir un tableau synoptique sur l'ensemble des champs, puisque ça nous prendrait trop de temps, mais on va peut-être essayer de centrer notre débat, et avec un souci de vous donner la parole, parce que je pense que vous avez pas mal de questions, centrer le débat sur peut-être deux aspects. Un premier aspect qui est finalement quelle est la politique de prévention de la perte d'autonomie, peut-être dans une conception un peu holistique de la prévention de la perte d'autonomie des aînés, donc qui touche bien sûr à la fois au vieillissement et aussi à tout ce qui concerne le logement, la culture, tout ce qui permet effectivement de retarder cette perte d'autonomie. Et puis, dans un deuxième temps, nous intéresser effectivement à cette volonté aujourd'hui de la population d'avoir un système de maintien à domicile qui rejoint, on l'a vu, donc, les préoccupations de la population française comme celle du Québec. Comment finalement aujourd'hui le Québec répond à cette aspiration avec, ça a été un peu déjà précisé ce matin, notamment par Régent Hébert, avec aujourd'hui quand même un système qui est, un peu comme en France, très institutionnalisé. Voilà. Donc, première question peut-être pour Monsieur Régent Hébert, et je sais que vous avez une position très tranchée sur le sujet. Quelle est la politique de prévention de la perte d'autonomie dans votre pays? Comment elle est conçue? Comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Écoutez, la prévention de la perte d'autonomie, d'abord, c'est une prévention qui vise à mieux intégrer les personnes âgées, une prévention qui vise à améliorer leurs habitudes de vie, parce que même quand on est âgé, ça compte. La cigarette, l'alimentation, la sédentarité, ce sont encore et toujours des facteurs de risque importants. Par contre, il ne faut pas tomber dans les illusions de la prévention, comme disait Norbert Ben Saïd dans les années 80. La prévention de la perte d'autonomie, il n'y a aucune donnée scientifique qui démontre que des évaluations gériatriques complètes, que des visites à domicile d'infirmières, que des programmes multidimensionnels peuvent retarder la perte d'autonomie des personnes âgées. Ça a été un sujet auquel je me suis intéressé personnellement pendant 10 ans de ma vie, à essayer de monter un programme multidimensionnel de prévention de perte d'autonomie avec un outil de dépistage et un essai clinique randomisé qui a donné des résultats négatifs. Et depuis lors, il y a eu une 35 études semblables et 3 revues systématiques récentes qui ont été publiées montrent qu'il n'y a pas de preuve, malheureusement, j'en suis très malheureux, mais il n'y a pas de preuve que ce genre d'intervention médicale fait par des médecins ou des infirmières ait quelques effets sur la trajectoire de la perte d'autonomie. Alors, il faut éviter de tomber dans les illusions de la prévention, à mon point de vue, et mettre des financements plutôt dans la réponse à la perte d'autonomie, une réponse qui est plus intensive, notamment dans les soins à domicile. Et autre sujet au niveau de la prévention des troubles cognitifs, c'est la même chose. Il n'y a pas de preuve scientifique que de détecter les troubles cognitifs précocement va changer quoi que ce soit à l'évolution des malades. Et là, il y a le même leurre que les statines ont eu pendant plusieurs années. On a le leurre des médicaments anti-Alzheimer qui ne sont pas efficaces, il faut bien se le dire. Pardon? Jus de goyave ou... Alors, c'est le même leurre, et je pense qu'il faut résister à ces sirènes de l'industrie pharmaceutique qui nous fait miroiter qu'on peut retarder l'évolution des troubles cognitifs ou prévenir la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de données scientifiques qui permettent de soutenir ça. Alors, en résumé, pour moi, il faut insister sur la prévention primaire, c'est-à-dire l'intégration dans la cité, l'amélioration du logement, l'amélioration des habitudes de vie chez nos aînés, l'amélioration du tissu social, en cas de perte d'autonomie, prévention
des chutes, c'est sans doute le seul élément sur lequel il y a des données probantes au niveau de la détection des facteurs environnementaux des chutes et de l'intervention auprès des logements pour éviter ces facteurs de risque. Mais il faut plutôt insister, plutôt que sur la prévention primaire ou secondaire, sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une perte d'autonomie, être capable de s'en occuper de façon convenable et mieux coordonner les services pour qu'on puisse être en mesure de conserver l'autonomie restante, de restaurer l'autonomie, de conserver l'autonomie restante et de permettre aux personnes âgées de rester à domicile. Olivier Guérin, donc en France, prévention de la perte d'autonomie, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Hébert-Régent? Alors, je partage en partie le point de vue de Régent, en tout cas sur ce que nous donne l'evidence-based medicine à l'heure actuelle. Après, là où je suis aussi extrêmement d'accord, pour le coup, avec Régent, c'est que ces approches-là, celles qui ont été publiées, l'ont été toujours, ou quasiment toujours, et puis le reste était assez marginal, dans le champ d'intervention sanitaire. Or, je suis intimement persuadé qu'effectivement, si on passe que par le prisme de l'intervention sanitaire, notamment pour les préventions secondaires, finalement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de fragilité, finalement, où on se dit, avec une détection de certains marqueurs cliniques qui datent en plus d'un certain temps déjà, avec une grille qui est validée, qui plus est par la Haute Autorité de Santé, chez nous, on arrive malgré tout à screener, mais là où on pêche, c'est que les interventions qu'on propose, finalement, ne sont probablement pas soit assez puissantes, soit en tout cas assez transversales, pour le coup, parce qu'elles restent dans le domaine sanitaire et qu'effectivement, le niveau de preuve est faible. Cela dit, je reste persuadé qu'il faut qu'on investisse quand même le champ de la prévention secondaire, on va dire. C'est une forme de prévention secondaire. On est entre le primaire et le secondaire parce que les patients, les sujets fragiles ne sont pas considérés comme des malades, parce que le syndrome de fragilité n'est pas un syndrome, ce n'est pas une maladie, au sens où on l'entend, mais en tout cas, on a besoin de produire de la science. Et mon espoir, c'est qu'avec des interventions multidomaines, mais dépassant largement le champ sanitaire, donc incluant le champ social, je pense à l'inclusion, je pense à l'utilité sociale, je pense à toutes ces dimensions-là, là peut-être qu'on arrivera à prouver quelque chose, effectivement, parce que la prévention de la perte d'autonomie, donc la trajectoire de bien vieillir, pour faire court, elle intègre la totalité de la vie d'un individu. C'est finalement une vision pour le coup, très gériatrique et gérontologique qu'on porte là, et je pense qu'on en partage, c'est que si on se limite aux interventions sanitaires, on a montré qu'on avait du mal. Donc voilà, donc c'est plutôt cet aspect d'intégration-là. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il faut désinvestir le champ. Bien sûr, là aussi, je suis d'accord, et là c'est aussi l'élu qui parle avec Régent, que sur cette prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'une fois que la perte d'autonomie est là, on a des efforts énormes à produire, mais qui relèvent pour moi plutôt de l'ordre de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut dans nos sociétés pour accompagner nos concitoyens déjà en perte d'autonomie? Et là, clairement, le modèle actuel est défaillant, voire maltraitant dans son ensemble, y compris sur les recours réguliers au système sanitaire. Et ça, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions parce que ça nécessite avant tout une réorganisation entre nos deux tempes. Alors, c'est tout à fait la transition avec la question que je voulais poser notamment à Gertrude sur justement ces transitions entre l'hôpital, enfin entre l'EHPAD, l'hôpital, entre le SSR, l'hôpital et le passage aux urgences. Bon, on sait qu'en France, c'est une réelle difficulté et que c'est souvent un facteur qui aggrave les fragilités. Est-ce que cette question a été traitée au Québec? Est-ce qu'elle a autant d'acuité que dans notre pays? Et est-ce que vous avez trouvé des solutions pour essayer d'améliorer la situation? Je ne sais pas trop. Je dirais la réforme de 2015, le fait de donner une seule gouvernance dans des grands territoires vise à enlever ces barrières de financement, à faciliter les transitions. Nous, au CHU de Québec, à titre d'exemple, avec la réforme de 2015, on a pris notre programme gériatrie et notre programme santé mentale
et on l'a totalement transféré au CIUS. Donc, tous les budgets, c'était le diable est dans les détails. Vous savez, quand on parle d'argent, là, c'est épouvantable. Enfin, j'écrirai quelque chose là-dessus. Mais ceci dit, le but de ça, c'était que quand on regarde les besoins de ces clientèles-là, les besoins sont davantage dans la communauté que dans le sanitaire. Donc, ça a été bien reçu de la part des gériatres, et non pas, ça a été difficile, mais bien reçu quand même, parce que c'était très difficile à faire. Parce que ce que ça faisait aussi, ça rapprochait nos gériatres des médecins de première ligne. Donc là, il y a des systèmes d'information qui se mettent en place pour faciliter ça, faciliter tout ça, les rendez-vous. Moi, quand j'observe tout ça, puis là, je suis devenue un peu plus libre penseur, c'est la question de la responsabilité. Parce que je trouve que quand on s'exprime beaucoup comme on détient la vérité, puis on a les solutions. Puis ta question, c'est est-ce que avez-vous des solutions? Ben, peut-être qu'on est rendu à se dire non, on n'en a pas, ou on ne les a pas toutes, les solutions. Et moi, je vais vous donner une anecdote, je vais vous faire rire un peu, parce que tout le monde s'endort, vous êtes fatigués, là. Moi, j'ai 63 ans et je suis en train de refaire ma salle de bain. Et je suis allée voir pour me trouver un bain avec une porte. Et on s'est moqué de moi. On m'a dit, madame, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir un bain avec une porte. Mais je leur ai dit, je ne change pas mon bain à toutes les années, alors j'aime mieux prévoir. Et j'ai failli me péter la fiole au moins 2 fois dans mon bain. Alors, pour moi, un bain avec une porte, ça allait de soi. Mon anecdote m'amène à me dire, moi, en tant que personne vieillissante, comme tout le monde, que je dois planifier mon vieillissement. Je dois penser à mon vieillissement comme j'ai mon testament, comme je pense à mes enfants, mes petits-enfants, et je commence à planifier mon vieillissement. Alors, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les Blue Zones. Il va y avoir un grand congrès à Hong Kong, là, et je suis un peu surprise qu'on n'ait pas entendu ça, parce que même si c'est des petites communautés, les 5 Blue Zones sur la planète, on a 9 éléments qui ressortent tout le temps. Ce qu'on vient de se dire, la force des communautés. En vieillissant, Marie-Françoise l'a dit, la spiritualité, parce que oui, il faut penser à... mais ce qui vient en premier, c'est la famille. C'est la place de la famille. C'est des gens aussi qui se mettent en restriction alimentaire. Moi, j'ai adopté le jeûne dans ma vie parce que, d'abord, ça coûte moins cher d'épicerie, mais aussi, on sait que c'est bon pour la santé. Enfin, moi, je suis infirmière encore, voyez-vous, alors je fais des essais. Et il y a 9 éléments comme ça qui ressortent et qui, par les chercheurs, sont reconnus comme des éléments qu'on doit mettre en place. Donc, on a des réponses. Ce n'est pas les réponses, c'est le comment. Comment on arrive, par quoi on commence. Et je le répète, quelquefois, l'argent aide, quelquefois, l'argent nuit. Et on est quelquefois rendu dans nos... Parce qu'on se ressemble beaucoup dans nos paradigmes et de solutions et de problématiques à s'arrêter un petit peu et à se poser les vraies questions sur nous et sur nos parents. Et il faut dire aussi, quelqu'un l'a dit ce matin, on est dans un moment de l'histoire où ce sont des vieux qui s'occupent des vieux. Bientôt, là, moi, je vais être vieille dans 2 ans, là, mais c'est ça. Alors, et c'est pas pour rien que la voix pour aider nos aînés s'élève, parce que nous, on parle plus qu'eux, que nos parents. Merci Gertrude pour ce moment de vie. Benoît, donc au cours de ce séjour au Québec, par rapport à cet aspect de la prévention et de ce qui est mis en place, et justement avec cette spécificité que nous n'avons pas, donc l'absence de silo et quand même le fait que le médico-social et le sanitaire sont vraiment au sein des mêmes instances. Est-ce que tu as trouvé peut-être une approche un petit peu différente de celle que nous avons en France? Oui, bien sûr, parce que mais le petit document là qu'on vous a distribué, et vous lirez peut-être, on l'a fait volontairement court. Didier, c'est moi qui ai pris la plume, mais c'est vrai qu'on a quand même écrit à 2 dans la réalisation de notre voyage. Et dans l'esprit, il n'y a pas de copier-coller possible. En revanche, il y a des inspirations. Voilà. Alors c'est vrai que
Et puis, je modifierai un tout petit peu ma réponse au regard de ce que je viens d'entendre des deux médecins, parce que je trouve ça extrêmement, des deux gériatres, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Dans un premier élan, on dit, oui, ils sont mieux armés que nous pour répondre à la question du vieillissement et de la prévention. Alors, incontestablement, le fait qu'il n'y ait pas de silo administratif, qu'il y ait moins de silos administratifs, et puis, quelque chose qu'a dit Didier, mais qui, pour nous, peut passer inaperçu ou même inintelligible, mais cette barrière entre l'administration d'un côté et les gestionnaires de l'autre. Chez nous, c'est intangible, c'est quelque chose qui est impensable. Si on passe, moi je me souviens très bien, il y a quelques années en Italie, l'équivalent des ARS pouvait à un moment prendre des participations dans des hôpitaux ou des cliniques locales, temporaires, mais quand même. Vous voyez un ARS prendre une participation dans une clinique à Nice, peut-être pas à Nice parce qu'on n'aura peut-être pas besoin, mais ou dans un hôpital de proximité. Enfin, vous me direz que des subventions sans fin, c'est presque des formes de participation, mais ce serait quand même plus clair. C'est vrai que vous avez cette chance quand même, mais peut-être que la chance concernant la question que tu as posée précisément, Dominique, c'est quand même plus l'absence de silo entre le médico-social et le sanitaire, et surtout peut-être entre le social pur et le médico-social même. Le fait d'avoir les équipes de prévention, les services sociaux quand même sous la même autorité, c'est quand même l'essentiel. Parce que pour moi, en y réfléchissant et au regard de ce qu'on a entendu depuis ce matin, la vraie seule réponse, et j'ai été conforté par votre avis, messieurs les gériatres, la vraie seule réponse à la prévention, on l'a eue à la précédente table ronde. C'est comment organiser la ville. C'est ce que nous a dit M. Estrosi ce matin. Notre ami Clédouze a caricaturé en montrant le maire de Nice montant au 5e étage porter la pizza à Simone. Mais en fait, la vraie prévention, c'est ça. Mais en réponse à ta question, je voulais peut-être, moi, avoir deux réponses. J'avais presque envie de dire, surtout, en France, on n'est pas très avancé là-dessus. Qu'est-ce qui fait de la prévention? Un petit peu les caisses de retraite, un petit peu... Bon. Mais j'ai presque envie de dire, n'en faisons pas beaucoup plus. C'est-à-dire, et laissons faire la société civile. Je suis quasiment persuadé que des startups, comme on a vu tout à l'heure Doctolib, et que des startups dans d'autres domaines vont nous apporter un certain nombre de solutions. Et puis enfin, un point particulier qui est venu de ma pratique depuis maintenant presque 11 ans chez KPMG, et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été sollicité, je pense, depuis 10 ans, une bonne trentaine de fois par des associés, des collaborateurs, tout ça, qui m'ont demandé, soit un peu en urgence, malheureusement parfois, soit un peu en légère prévention, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on est devant le choix de résidence, le choix d'un... Et j'ai beaucoup modifié mon idée au cours du temps. C'est-à-dire qu'au début, je leur disais, attendez, je vais vous dire un petit peu quelle est la situation, quelles sont les propositions qui sont faites et tout ça. Et puis peu à peu, j'ai évolué et je me suis dit, la seule réponse à faire aux familles et tout ça, c'est parlez-en entre vous et préparez-vous de toute façon à l'accident domestique, à la chute, parce que de toute façon, la personne n'a pas envie d'aller en EHPAD avant qu'elle soit obligée. Donc le placement préventif, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus. Moi, j'ai des parents, ma mère à 60 ans a voulu se dire, elle a dit, je vais visiter les EHPAD autour. Bon, mon père le dit, je te préviens, si tu fais ça, moi je divorce. Ce qui était absolument inconcevable. Donc, voilà. Et bon, donc, je leur ai dit, l'important, c'est qu'en famille, vous en ayez parlé. C'est que vous ne soyez pas surpris par l'accident inéluctable qui va arriver, par le fait qu'un jour, elle sera hospitalisée ou il sera hospitalisé, que vous aurez à prendre une décision un peu dans l'urgence. Donc, à ce moment-là, vous serez mieux préparé. Pas bien préparé, mais mieux que mal. Voilà. Merci. Je peux peut-être ajouter, oui. Pour connaître très bien la situation française, je pense que votre défi, c'est le défi de l'intégration. Et là, on peut, je pense, vous apporter un certain nombre d'idées.
L'intégration, on l'a poussée avec des modèles d'intégration fonctionnelle comme Prisma, je l'évoquais ce matin, qui a inspiré les Mayas, où c'est plutôt un mécanisme de concertation des différents acteurs qui est mis en place avec un gestionnaire de cas, avec une évaluation standardisée, un dossier clinique partageable et éventuellement un financement. Mais je pense que ces modes d'intégration fonctionnelle sont intéressants pour vous. On a poussé l'intégration jusqu'à l'intégration de structures au Québec. On a eu 2 réformes successives, celle de 2003 qui créait les centres de santé et de services sociaux, où on carrément fusionnait les hôpitaux, les CLSC et les centres d'hébergement d'une même localité. En 2015, on a poussé le bouchon encore plus en fusionnant non seulement ces établissements-là, mais en fusionnant aussi les centres jeunesse, les centres de réadaptation et en fusionnant les centres locaux entre eux dans un grand territoire. Donc, ces nouveaux CIS et CIUS sont des monstres administratifs, et on a poussé cette intégration-là, et une des lois de l'intégration, c'est l'intégration doit d'abord être locale. Et là, on a oublié cette loi de l'intégration, et je pense que ces établissements, le défi qu'ils ont, c'est de se décentraliser et de retrouver un mécanisme d'intégration fonctionnelle qui soit local. Et ça, c'est un grand défi. Donc, je pense que là-dessus, le Québec peut vous apporter ses expériences, ses bons coups, mais aussi ses mauvais coups à éviter. Vous avez un défi important parce qu'au Québec, c'est simple. On a un financeur, l'État, un gestionnaire, l'État, un prestataire, l'État. Alors, ça finit là. J'étais dans une conférence à un moment donné avec mon collègue italien Roberto Bernabei et je présentais les données de Prisma où le groupe de contrôle, c'était une région où il n'y avait pas cette intégration-là et on a réussi à démontrer un effet significatif. Et Roberto Bernabei, il me disait... C'est extraordinaire. Il dit, nous, dans notre pays, c'est tellement le bordel que n'importe quelle mesure d'intégration donne des résultats positifs. Alors, il disait, vous êtes fous, les Canadiens. Mais sur l'intégration, je pense qu'on peut vous apporter. On a une expérience pour le meilleur et pour le pire qui nous permet de vous inspirer. J'avais une question sur l'expertise médicale gériatrique. On a dit beaucoup ce matin que le médecin généraliste, le médecin de famille au Québec était vraiment un pivot de la prise en charge. On le voit aussi avec l'incitation au maintien à domicile. Comment ce problème est pris en compte à la fois par la Société française de gériatrie et par vous au Québec ? Est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui sur une formation à la gériatrie des médecins généralistes? Est-ce qu'on est plutôt sur un accroissement de l'expertise, notamment dans le milieu hospitalier? Est-ce qu'il faut développer des équipes mobiles de gériatrie pour aller à la rencontre aussi des aînés? Quelle est aujourd'hui un peu l'évolution des positions sur ce sujet? Alors, avant de laisser la parole à Régent, en France, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. On a toujours une médecine d'organes et techniques prédominante, je dirais hégémonique, qui explique la casse que l'on constate, nous, les gériatres en bout de chaîne, pour l'ensemble de notre population âgée dans notre pays. On a un système de soins qui n'a pas vu la mutation nécessaire qu'il devait accomplir liée au vieillissement de la population. Et je dirais, d'un point de vue très sanitaire, finalement, à la prédominance désormais de la maladie chronique et de la polypathologie chronique, puisque c'est quand même ça le cœur du débat dans le sanitaire. Donc non, ça ne marche pas bien, non, c'est compliqué, non, les archaïsmes sont puissants. Alors, face à ça, évidemment que nous, les gériatres, on a l'espoir, je dirais, de disparaître un jour, parce que tout le monde aura compris quel est l'intérêt de la vision globale, de la prise en charge holistique, de sortir du champ du sanitaire, parce que ça ne suffit jamais à remettre en autonomie un patient âgé, que le curatif, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant désormais, alors que ça a été très puissant pendant, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui a d'ailleurs provoqué l'allongement de notre espérance de vie, mais que désormais, le défi, il est au fonctionnement et non plus au curatif. Donc tous ces sujets de fond, culturels dans notre système de santé, ils sont à l'heure actuelle non traités par l'archaïsme de ses propres acteurs. Je ne dirais pas des tutelles, ni de l'État, qui pour le coup voit à peu près les choses, mais les corporatismes sont tels que les choses n'avancent pas. Et moi, je suis indigné de la façon dont on traite
nos concitoyens patients âgés, notamment dans le système sanitaire actuellement. Voilà. Qui fait que le cardiologue est persuadé de bien faire, sauf qu'il s'en fiche complètement de la pauvre patiente de 90 ans qui fait son œdème aigu du poumon. Un œdème aigu du poumon ne relève pas de la cardiologie. Surtout pas à 90 ans, parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle a quelques petits troubles cognitifs. La nuit, elle va crier 2 fois, sonner 3 fois, ce qui dérange beaucoup les soignants de nuit. Et que du coup, on va lui mettre 2 ampoules de Loxapac en intramusculaire, et avec derrière la perte d'autonomie que ça va engendrer. Et si nous, on y arrive derrière avec nos structures, notamment réadaptatives, c'est beaucoup de chance, mais ça va nous prendre 6 à 8 semaines. Et avec un avenir très incertain sur la reprise d'autonomie. C'est ça qui se passe tous les jours et toutes les nuits dans le système sanitaire français. Voilà. Donc ça ne marche pas bien du tout. Mais on a de vrais freins culturels à l'heure actuelle. Donc la première des choses, je dirais, c'est casser la vision de la médecine d'organes et disciplinaire. C'est terminé. Ça ne doit plus exister en ce début de 21e siècle. Voilà, je suis un peu caricatural, évidemment, en disant ça, hein, et volontairement provocateur. Mais c'est ce changement de paradigme-là qu'il faut que l'on mette en œuvre si l'on veut bien traiter nos aînés. Et ça a des conséquences, je l'avais déjà dit, je crois, à une table ronde ici l'année dernière, très pratiques. Parce que du coup, cette vision de sécurisation des parcours va avec une modification profonde du business model. Adieu la tarification à l'acte, adieu la tarification à l'activité même. Hein, on est vraiment sur des modes de tarification qui doivent être intégratifs et non plus penser qu'on va traiter des patients âgés complexes par des interventions valorisées de manière ponctuelle. Parce que ça nous empêche notamment tout le déploiement, et vous savez que c'est aussi un de mes sujets, je dirais de la révolution des objets connectés qui nous permettra notamment depuis le domicile d'avoir suffisamment de marqueurs pour éviter les décompensations de maladies chroniques et donc le recours au système notamment d'urgence. Voilà. Mais ça, ce n'est pas possible quand vous avez un business model, notamment de la médecine de première ligne, qui est à l'acte, même bonifié. Alors, est-ce que le constat est partagé? Écoutez, on ne se connaît pas beaucoup, Olivier et moi, mais on est sur la même longueur d'onde. Alors, j'appuie ce que Olivier vient de dire. La gériatrie, en fait, est une discipline académique et devrait le rester. C'est-à-dire que c'est les gériatres qui doivent être chargés de la formation de leurs collègues et de la recherche sur des enjeux gériatriques. Mais la gériatrie, elle doit se faire par les médecins de famille, elle doit se faire par les médecins spécialistes. Les cardiologues voient beaucoup plus de personnes âgées que de personnes plus jeunes. Et donc, cette approche gériatrique, elle doit percoler chez nos collègues. Et notre rôle comme gériatre, et j'espère qu'on deviendra inutile, c'est de former les autres collègues à l'approche gériatrique, à l'approche globale, et de former les médecins de famille aussi. Les médecins de famille, qui est une discipline plus jeune ici que chez nous, on a adopté la médecine de famille comme une formation spécifique pour les médecins généralistes depuis 1988. Et c'est des programmes de formation de 2 années qui intègrent la formation pour les soins aux personnes âgées. Et il y a une 3e année de formation pour les soins aux personnes âgées spécifiques pour les gens qui vont en faire un élément important de leur carrière. Mais il faut former les médecins de famille à la gériatrie. C'est eux qui doivent la faire. Il y a des cas complexes qui vont nécessiter une intervention plus spécialisée, mais cette formation des collègues est un élément extrêmement crucial dans toute intervention auprès des personnes âgées, l'intervention médicale, je pense. Et là-dessus, les infirmières qui ont résisté au développement de spécialités, je pense, ont fait le bon choix. Moi, quand la spécialité de gériatrie, je suis un médecin de famille de formation. Je suis devenu gériatre par accident, je vous raconterai un jour. Mais lorsque la spécialité a été créée en 1987 au Québec, j'étais contre la création d'une spécialité. Parce que pour moi, la formation gériatrique, ça devait être l'apanage des médecins de famille, des gériatres, pas des gériatres, mais des psychiatres, des internistes et de toutes les disciplines qui sont dans ce champ, qui interviennent auprès des personnes âgées. Je pense que la création de la spécialité a eu l'effet pervers de s'en remettre aux gériatres lorsqu'il y a un problème avec une personne âgée, alors qu'on fait l'économie de ce qu'on pourrait faire pour approcher la personne de façon globale. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit sur les problèmes de gouvernance, parce que, mais je pense que peut-être Anne-Marie ou pourrait dire la même chose. Il y a toujours la question, soit on privilégie l'approche territoriale, soit on privilégie l'approche un peu institutionnelle et fusionnelle.
Et en fait, la bonne réponse, elle est certainement au carrefour des deux. Parce qu'on ne peut pas rêver d'un grand tout qui est... Régent, tout à l'heure, a dit un peu sa méfiance vis-à-vis des trop gros machins. Et je crois que les critiques qu'on entend aujourd'hui sur les ARS, ça rejoint tout à fait ce type de critique. Et que la bonne maille territoriale, d'une part, mais je crois quand même que parmi les acteurs, quand on a des acteurs trop dispersés qui sont dans leur silo, chacun sur leur... Il faut quand même des acteurs un peu multidisciplinaires. Et je le dis à nos amis gestionnaires d'EHPAD, je le dis à nos amis gestionnaires de services à domicile, je le dis aussi aux associations monothématiques. Je pense qu'il y a une richesse quand même à avoir un pied dans plusieurs secteurs, au moins justement pour qu'il n'y ait pas ce frein culturel de la compréhension, parce qu'il y a des cultures quand même très différentes selon les silos. Et donc, pour pouvoir au moins être le soubassement d'une bonne coopération territoriale, il faut quand même quelques acteurs multidisciplinaires. Après, pour l'incitation financière, on a eu un magnifique exemple en France. Ça a été l'article 51 il y a 2 ans. On rappelle ici, dans cette salle, les 2 dernières années, on y a placé beaucoup d'espoir. Bon, avant-hier, avec les 3 fédérations dans un autre cénacle à Paris, le constat, il était extrêmement dur, il était extrêmement désastreux presque, en disant, voilà, on avait une très bonne idée de coopération, une très bonne idée, et qu'est-ce qu'en a fait l'administration? Elle a pondu une circulaire de 37 pages où on dit aux gens où aller pisser. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc, il y a un moment, il faut être rigoureux, y compris dans la liberté laissée aux gens. On ne peut pas dire aux gens comment il faut faire. Il faut leur laisser aux acteurs un minimum de liberté. Et ça, je crois que ça doit être la priorité des priorités, pour nous en tout cas en France. Mais je pense qu'au Québec, ils n'en sont pas si loin que ça. Un point sur le financement. Et là, il y a des choix politiques. C'est l'homme politique qui va vous parler. On dit que la réponse à la perte d'autonomie des personnes âgées, ça va coûter cher. Oui, ça va coûter cher. On ne peut pas donner plus de services, donner des services de meilleure qualité et que ça coûte moins cher, c'est impossible. Il va en coûter. Il s'agit de voir, est-ce que, comme société, on est prêt à investir dans le soin et l'aide aux personnes âgées? C'est ça la grande question. Je regardais le débat au Québec. Au cours des 10 dernières années, on a augmenté de 3 milliards la rémunération des médecins. Et c'est une augmentation très importante. On a augmenté la rémunération de presque 50 %. Et donc, c'est un choix qu'on a fait. Avec 1 milliard sur ces 3-là, on réglerait les problèmes de maintien à domicile des personnes âgées sans aucune difficulté. Mais le choix qu'on a fait, c'est de donner ce 3 milliards aux médecins en rémunération. Et on voit qu'il n'y a pas eu augmentation de la productivité pour autant. Donc, c'est à production nulle qu'on a fait cet investissement-là. Donc, on a fait un choix politique. Et c'est pour ça que ce matin, je parlais des Gilets jaunes. Je regrette, mais la décision, ça va être de satisfaire les besoins des Gilets jaunes ou d'investir dans les soins et services aux personnes âgées. À la fin de la journée, comme disent les Anglo-Saxons, at the end of the day, c'est ça la décision que les pouvoirs publics vont faire. Et pour calmer les Gilets jaunes, peut-être qu'on va prendre des décisions qui ne seront pas dans le meilleur intérêt des citoyens et dans le meilleur intérêt des soins et services aux personnes âgées. C'est pour ça que j'évoquais un mouvement des Gilets gris, pour qu'on puisse être capable de convaincre, parce que c'est devenu la façon de convaincre les pouvoirs publics, c'est plus l'élection, c'est de sortir dans la rue, il paraît. Alors, il va falloir convaincre les pouvoirs publics qu'on a un problème et qu'on va devoir mettre l'argent pour le régler. Pour le métier de gériatre, Anne-Marie, c'est une excellente question. Et évidemment, on militait pour la création de ce DES de gériatrie pour 2 raisons. Un qui était le moyen de contrôler finalement un flux, puisque la création d'un DES a toujours été aussi le moyen de contrôler un flux de médecins et donc de compétences spécifiques, avec un nombre de places qui n'était pas possible par la voie, on va dire, du DESC, et des diplômes qui arrivaient après la formation initiale. Donc c'est une forme aussi potentiellement on va dire, de choix politique après, de favoriser tel ou tel type de compétences dans le panel médical. Donc c'était plutôt bien. Et puis pour les gériatres, le fait aussi d'acquérir une certaine égalité et donc de notoriété aussi
auprès des autres spécialistes, puisque je vous ai dit, le déficit, et on le voit à la création du DES sur le fait que ce n'est pas très bien pris par les jeunes, qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est et quel est l'intérêt du métier, et qui choisissent encore la radiologie, alors que dans 5 ans, on n'en aura plus besoin des radiologues. Là aussi, je suis très caricatural, hein. Mais c'est ça qui se passe. Donc on voit le déficit aussi, d'ailleurs, de capacité de conseil du corps des professeurs de médecine auprès des jeunes, puisque objectivement, un professeur de médecine, ce qu'il veut pour un interne, c'est qu'il lui tienne son service pendant les 4 années où il va être interne. Il se pose peu la question de l'exercice des 40 années qui vont suivre, du jeune en question. Je suis un petit peu dur, mais étant moi-même professeur de médecine, finalement, je suis bien placé pour le dire. Le rôle du médecin gériatre, c'est avant tout, effectivement, un médecin de recours. Parce que si on est d'accord sur la vision qu'on partage avec Régent, qui est que la vision gériatrique et gérontologique, avant tout, elle concerne le médecin de premier recours, et pas que le médecin, l'ensemble des acteurs du soin de premier recours, c'est pas là qu'il faut mettre des gériatres. Donc on doit continuer à produire de la science, ça oui, parce qu'on a plein de choses à apprendre, et on est très loin de savoir ce qu'il faut faire. Donc on doit être concentré avec des forces, des masses critiques suffisantes pour produire de la science en gériatrie, faire avancer les pratiques. Et l'autre élément, parce que je pense que ce n'est pas incompatible, c'est qu'on ait des effectifs suffisants pour aller sur le territorial. Et ça, c'est important. Et notamment, si on réfléchit à des guichets uniques intégrés où il y aurait les compétences nécessaires pour rendre service au premier recours notamment, que les compétences gériatriques y soient en force pour permettre justement au premier recours d'avoir les réponses qui sont nécessaires sur les patients qui sont pour eux les plus compliqués. Vous savez, je discutais avec les collègues régulateurs du SAMU. Ils ont 3 populations qui leur posent problème. Et finalement, ils déclenchent. Ils envoient le SMUR parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ce sont les personnes âgées, les patients relevant de la psychiatrie et les enfants. Donc si on arrive et je trouve que le régulateur 15, c'est un bon moyen de voir où est-ce qu'on pêche en termes de capacité, de compétences à adjoindre pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le système sanitaire. Et bien, ces 3 populations, c'est très compliqué. Et ils ne savent pas. Et ils espèrent qu'on puisse les aider sur les bons choix avant de ramener. C'est le principe. Un régulateur, quand il ne sait pas trop, il ramène. Et c'est à partir de là que commencent les problèmes, finalement. Voilà, donc il faut renforcer. C'est une médecine hospitalière, et même plutôt hospitalo-universitaire aussi, avec des têtes de pont. Ça, c'est pour la partie médicale. Aussi cette expertise territoriale. Et après, ce n'est pas tant de gériatres dont on a besoin. Il en faut plus que ce qui est prévu maintenant, malgré tout, parce que là, on ne tient pas. Mais c'est des métiers de la gériatrie, notamment des métiers soignants. C'est pour ça que je proposais à celle qui vous a succédé à la DGOS d'activer les IPA de gériatrie. On a besoin de soignants vraiment très bien formés, qui sont capables d'ailleurs aussi de produire de la recherche soignante, dont on manque terriblement en France. Terriblement. Et puis de décloisonner enfin le sanitaire et les autres disciplines, parce que si on veut avancer, moi j'ai besoin des sociologues, des anthropologues, des psychologues, ce qui est d'ailleurs le sens de la Société française de gériatrie de gérontologie, puisqu'il y a aussi ces disciplines-là qui sont nécessaires sur un plan de production de connaissances pour réussir à avoir cette vision-là. Voilà. Je crois que c'est effectivement une belle conclusion de la table ronde. Bien, merci, on peut les applaudir. Excellent débat.